Eh bien, ça fait un certain temps que je ne vous ai pas vu. Ça remonte au mois de juin, à la canicule. On n'était pas nombreux ce jour-là. Hein. Tout le monde avait eu peur, soit de la canicule, soit ils étaient au défilé de la Gay Pride. J'y étais. Vous y étiez. Par Bon. hasard. Par hasard. Je me suis bien On dit amusée. ça, on dit ça. Non, non. Bon, eh bien écoutez, bienvenue à toutes et à tous, et notamment ça me fait plaisir de voir nombreuses nouvelles têtes. Et je suppose que vous êtes là par hasard aussi, parce que vraiment je me demande pourquoi vous venez. Tout va tellement bien en France que ça ne demande pas d'analyse particulière. Bon, allez, je vais essayer de cesser de faire du mauvais esprit et de rentrer dans le vif du sujet. Je suppose que pour les plus formés politiquement d'entre vous, le titre de cette conférence vous aura dit quelque chose. Politique d'abord. Qui a sorti cette formule, au fait? Bon, ça va. C'est déjà ça. Or, ce qu'il faut, le point sur lequel je veux insister, c'est que quand Maurras a sorti cette formule, que je reprends aujourd'hui, c'est exactement pour les mêmes raisons qu'il avait amené à formuler cette phrase. Et alors, pour la petite histoire, comme quoi le déclic qui se fait dans un esprit est la plupart du temps accidentel. C'est un hasard. Et en fait, c'est le lettre d'un de mes anciens amis prêtres à la Fraternité Saint-Pédis qui a été le déclencheur de ma réflexion. Sa lettre, sa réponse, devait en principe répondre à mes mises en garde envers l'étrange mélange de genres que l'on trouve à la fête des Journées Chouans, où vraiment c'est un mélange totalement hétéroclite, mais sans doute ça rapporte de l'argent. Alors, cette lettre était pleine de bons sentiments et d'élévation, mais elle ne répondait pas sur le fond. Et loin de répondre à mon interpellation visant à lui demander d'intervenir pour faire cesser ce mélange non compatible avec l'étiquette des Journées Chouans, en principe chouans et catholiques, il me répondait ceci. « Merci pour la permanence de votre combat. Monseigneur Lefebvre nous disait parfois que le règne de notre Seigneur dans l'Église et dans notre pays ne pourrait se réaliser que par le retour de Rome à l'expression de clair de la foi. Pour cela, il nous faut un pape selon le cœur de Dieu, car le salut ne peut venir que de Rome. » Bon, d'une part, pas la moindre allusion à ce que je lui signalais, mais ce n'était pas la première fois. Mais surtout, ce qui me faisait réagir, c'était l'illusion qu'il suffirait d'un bon pape pour régler tous les problèmes. Car en fait, quel est le problème? Le problème de la crise de l'Église, c'est qu'elle est d'abord une crise politique. Si l'Église, progressivement, a abandonné ses dogmes, c'est sous la pression politique, parce qu'elle n'a plus aucun pays compatible pour la soutenir, depuis la victoire des démocraties. Et vous comprenez le pourquoi du politique d'abord? Donc c'est une illusion pleine de bons sentiments. Mais ce n'est pas avec de bons sentiments que l'on règle les problèmes. Donc ce que je veux dire, c'est que tant que l'Église a eu des pouvoirs politiques forts des nations d'une certaine importance,
l'Église a pu se maintenir et continuer à enseigner ce qu'elle avait et ce qu'elle a à enseigner. À partir du moment où plus aucune nation dans le monde ne voulait soutenir les principes sous-tendus par l'Église, il était fatal que l'Église cède progressivement. Donc le problème est d'abord politique. Et je voudrais rappeler un certain nombre de faits à l'appui de cette démonstration. Qui a éradiqué l'hérésie du moine Arius, connu sous le nom d'arianisme? Le roi Clovis. Y compris contre la haute hiérarchie de l'Église de l'époque, qui était infectée. Et ça n'a pas été le seul épisode. Qui a éradiqué la déviation kabbaliste des Templiers? Sinon le roi Philippe le Bel. Et qui a enrayé la progression du protestantisme en France? Sinon Henri IV, par sa conversion, et Richelieu, par sa politique inflexible. Et puis progressivement, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI vont céder. Je ne vais pas vous refaire l'historique de cette période. En principe, vous la connaissez, j'en ai déjà parlé aussi. Et voilà comment rien n'est jamais définitif dans l'histoire, et tout est une question de volonté, d'affrontement de volonté, puissance contre puissance, intellectuelle et non seulement intellectuelle, mais économique et militaire. Voilà ce qui manque aujourd'hui à Rome. N'en déplaise à ce brave pays. Et je vais reciter à nouveau un texte qui me semble tellement démonstratif qu'il faut constamment y revenir, pour vous faire toucher du doigt à quel point cette société monarchiste de la fin du XVIIIe siècle n'a rien compris à ce qui était en train de se passer. Et je veux parler de la lettre de Marie-Antoinette à sa sœur Marie-Thérèse. Je cite. « Je vois que vous vous frappez beaucoup trop de la franc-maçonnerie pour ce qui regarde la France. Elle est loin d'avoir l'importance qu'elle peut avoir en d'autres parties de l'Europe, par la raison que tout le monde en est. On sait aussi tout ce qui s'y passe. Où est donc le danger? On aurait raison de s'en alarmer si c'était une société secrète de politique. L'art du gouvernement est au contraire de la laisser s'étendre, et ce n'est plus ce que c'était en réalité une société de bienfaisance et de plaisir. Le texte est un petit peu bancal sur le plan français, mais enfin, on comprend ce que ça veut dire. On y mange beaucoup, et l'on y parle, et l'on y chante, ce qui fait dire au roi que les gens qui boivent et qui chantent ne complotent pas. Est-ce que vous réalisez au travers de ce texte l'aveuglement de cette société monarchiste et aristocratique à la fin du XVIIIe siècle face au complot maçonnique, dont nous ne cessons de payer les conséquences aujourd'hui. Et c'est ce laisser aller de la monarchie finissante et l'action révolutionnaire des Lumières jusqu'à la conjuration judéo-maçonnique de la Révolution dite française, avec ses étrangers, les Ramsay, les Weishaupt, les Klotz, les Cagliostro, les Marat, et jusqu'à, entre autres, un certain Benjamin Franklin. Vous comprenez pourquoi je parle toujours de révolution dite
française, c'est que ces véritables commanditaires, acteurs, étaient étrangers. Une question qu'il faut se poser, pourquoi la Révolution a-t-elle éclos en France et pas ailleurs? Pour une raison toute simple. C'est du fait du rôle que la France avait en tant que fille aînée de l'Église. Et en fait, c'était justement ce rôle de fille aînée de l'Église en tant qu'État puissant qui préservait l'Église, c'était le verrou qu'il fallait que la maçonnerie fasse sauter. Et voilà pourquoi cette révolution a éclos en France et non pas ailleurs. Et de même, ce n'est pas par hasard qu'une fois le pouvoir bien assis avec la Troisième République, par les lois anticléricales des Jules Ferry et Combes, que les congrégations d'enseignement furent au fur et à mesure éliminées, parce qu'il leur fallait prendre en main l'éducation des petits Français. Et ils ont verrouillé, et comme ça, progressivement, l'enseignement de l'Église a été évacué. À ce propos-là, je voudrais rappeler aussi un texte que je cite au hasard des sujets qui s'y présentent, le fameux texte de la revue maçonnique L'Acacia dans son numéro de mars 1906. Il disait ceci. Pourquoi, quand la croix, donc la croix, c'était pas la croix que vous connaissez aujourd'hui, c'est le même titre, mais le contenu était différent. Pourquoi, quand la croix aura le monopole incontesté de la direction des catholiques, ne nous emparerons-nous pas de tout cela avec le concours des juifs, des protestants et du gouvernement en achetant les actions? On balancerait toute la rédaction cléricale pour en substituer une de libres penseurs malins qui conserverait d'abord le ton de la maison, puis le changerait peu à peu. Faire évoluer un journal sans que ses lecteurs, sans doute, comme le fabricant de chocolat change son cacao, c'est l'enfance de l'art. Vous transposez ça à notre époque, et je peux vous citer quantité d'exemples de journaux que vous lisez, ou de partis. Et c'est cela que je traduis par la formule que je cite souvent, ma formule, infiltration, neutralisation, déviation. Tant qu'on n'a pas compris ce mécanisme, on ne peut plus simple, on ne comprend pas pourquoi des structures, des journaux qui commencent bien terminent mal. Alors, certes, il y a eu des réactions de Rome, et notamment celles de Pie IX et de Pie X. Mais le problème, c'est que là encore, on retombe dans le problème du poids politique. Leur réaction n'étant pas soutenue par un pouvoir politique fort, elles s'estompèrent progressivement au fur et à mesure des changements de pape, et on aboutit ainsi à Vatican II et au décret Nostra Aetate. Et voilà ce qu'on aurait pu éviter s'il n'y avait pas eu l'expérience hitlérienne. Je vais peut-être choquer certains, mais les faits sont là.
Si Hitler n'avait pas prêté le flanc par sa politique, par son, comment appeler ça, désir de gloire sans doute, orgueil, un peu comme Napoléon, de croire qu'il serait invincible, s'il n'était pas tombé dans le piège que lui tendaient les grandes démocraties judéo-maçonniques, pour les appeler par leur nom, sans doute l'Europe aujourd'hui serait nationaliste. Et c'est la victoire des démocraties qui a tout bouleversé. Parce que les 50 premières années du XXe siècle étaient une remise en cause complète des idées de la Révolution dans tous les pays d'Europe. Voilà ce que l'aveuglement, la volonté de puissance, le pan-germanisme allemand nous ont fait rater pour le plus grand bénéfice de nos ennemis. Cela, je vous l'expliquerai encore plus en détail dans mon prochain livre que j'espère avoir pour la prochaine conférence. Certains d'entre vous est déjà au courant, qui s'appelle Bonaparte, Hitler, Poutine, où je démontre les similitudes, mais aussi les énormes différences entre ces trois personnages, et surtout entre les deux premiers et le dernier. Donc je voudrais rappeler quand même que au moment de ces 50 premières années du XXe siècle, il y avait tout de même un certain nombre de pays compatibles avec nos idées. Il y avait eu le Portugal d'abord, qui avait réagi, l'Italie, l'Espagne, d'abord le Troisième Reich, l'Espagne, et puis la France du maréchal Pétain. C'était tout de même un bloc, si on peut dire, au sens large du terme, nationaliste. Et voilà ce qui a été brisé par le fait qu'Hitler n'a pas compris qu'il était attiré dans un piège et qu'au lieu de réagir brutalement comme il l'a fait avec l'affaire des Sudètes et du corridor de Danzig, il aurait mieux fait d'avoir la prudence de serpent d'un certain Vladimir Poutine qui avance petit à petit en fonction des conditions qui lui semblent favorables ou pas. Donc voilà ce qui a été raté, et voilà comment on est arrivé donc à Vatican II et à Nostra Aetate, puisque l'Église n'a plus aucun pouvoir compatible pour la soutenir. Et si je cite toujours le décret Nostra Aetate, pourquoi? C'est parce qu'à partir de là, la crucifixion du Christ ne connaît pas. Culpabilité des Juifs? Il n'y en a pas. On se demande bien qui l'a crucifié. Le sang indrin, on ne connaît pas. Donc vous vous rendez compte comment il suffit d'un changement de régime dans un pays ou dans des pays pour que tout soit bouleversé, parce que, bon, ce que je dis peut ne pas parler nécessairement à des non-croyants, mais le problème religieux se répercute sur le plan politique. Donc il y a un aller et venu entre le politique et le religieux. Et c'est ça qui influe sur l'évolution de la société que nous subissons. Et pour vous faire toucher du doigt encore un peu plus ce problème du politique d'abord et de l'influence du politique sur l'Église, je voudrais vous rappeler ce qui est arrivé au pape Benoît XVI. J'en ai traité à l'époque dans un éditorial qui s'appelait, dont le titre était « Ils l'ont eu ». Alors, remarquez que dès son élection, Benoît XVI avait demandé à ses fidèles de prier pour lui, pour le défendre des loups qui l'entouraient. Ce qui voulait dire qu'il en était parfaitement conscient de ce qu'il attendait. Dès le début,
il allait soulever la fureur des modernistes par certaines dispositions, décisions. Entre autres, il rappelait que la messe tridentine n'avait jamais été abrogée, alors que les modernistes vous laissaient entendre que c'était terminé, ça n'existait plus. Il a eu le courage de dire « Ah non, pas du tout, elle n'a jamais été abrogée. » Et non seulement il l'a dit, mais il l'a réintroduite. Donc il a imposé le motu proprio. Il levait l'excommunication des 4 évêques de la fraternité Saint-Pédis et entamait des discussions avec la fraternité pour normaliser les rapports. Vous imaginez le scandale pour ces malheureux modernistes. Quel pape! Comme disait un Mauriac, parlant de Pidis, ce pape n'est pas de ma paroisse. Alors a commencé le rouleau compresseur contre Benoît XVI. Il y a eu un livre dont on a beaucoup parlé dans nos milieux, un infâme brûlot d'une américaine, Randy Engel, rien que le nom devrait mettre en garde, qui s'appelait « Benoît XVI est-il homosexuel ?» Alors, pour rappel, il faudrait savoir quand même que c'est Benoît XVI qui a instauré dans les séminaires une surveillance particulière pour déceler les penchants homosexuels des séminaristes avant qu'ils ne prennent l'habit. C'est Benoît XVI. Et alors, il est intéressant de voir aussi les éructations des modernistes de l'époque, tels un certain Henri Tinck, prêtre défroqué, journaliste et éditorialiste religieux du Monde, le quotidien de référence de la République, qui dénonçait l'évolution de Benoît XVI. Je cite, annoncé comme étant le triomphe posthume de cet esprit borné de Monseigneur Lefebvre, et dénoncer ce pape qui a rétabli le trône à la pourpre d'or des papes préconciliaires et ressorti la férule en forme de croix grecque du pape le plus réactionnaire du XIXe siècle, Pie XI. Alors, pour la petite histoire de Pie XI, très raccourci, il faut savoir que Pie XI a commencé comme pape libéral. C'est amusant quand même. Comme Pie IX a commencé comme pape libéral. Et le jour où les francs-maçons ont voulu le jeter dans le Tibre, il a compris que ces illusions libérales collaient pas tout à fait à la réalité. Et il a compris, effectivement, et ça a été certainement, peut-être encore plus que Pie X, un des derniers papes qui a réellement réagi contre la maçonnerie. Et puis bon, laissons M. Tinck de côté. Alors, toute une série d'évêques, l'évêque de Hambourg, Monseigneur Werner Thyssen, et son collègue de Stuttgart, Monseigneur Gebran de Fürst, exprimaient la perte de confiance envers le pape. Le théologien Hermann Hering exigeait que Benoît XVI démissionne. Ça allait venir, ça allait venir. L'autre théologien, ce qui est extraordinaire, c'est que les modernistes se trouvent toujours des noms de théologiens. Ça donne du poids. Hans Küng, qui traitait Benoît XVI de vieillard vivant dans sa bulle, dont les cardinaux rougissent de ses bourdes. J'adore la charité chrétienne. Quant au monde politique, bon, il n'était pas en reste. Le Parisien du 8 février 2009 écrivait « On voit mal comment le Vatican pourrait poursuivre le dialogue avec les intégristes. » Patrick Gobert, alias Oldenberg, alors président de la LICRA, exigeait « J'attends plus du pape par rapport au judaïsme. » Elie Wiesel, le faussaire de la Shoah, bien connu,
Seule l'annulation de la levée et de l'excommunication de l'évêque négationniste, parler de Monseigneur Williamson, pourrait rétablir un climat serein. Et puis mon cher ami Nicolas Sarkozy. Exiger la levée de l'excommunication de Monseigneur Williamson et s'indigner qu'il puisse se trouver au XXIe siècle quelqu'un qui ose contester les chambres à gaz, la Shoah, le martyre des Juifs. Et je voudrais vous rappeler un épisode bien oublié dans nos milieux. D'ailleurs, ils n'en avaient pas beaucoup tenu compte à l'époque puisqu'ils ont voté pour lui. Quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, c'était en 2003, et c'était pour le 275e de l'anniversaire de la maçonnerie en France. Et il avait fait ça le 24 juin 2003, et il avait déclaré ceci. À l'image du préambule de la future Constitution européenne, je veux rendre un hommage appuyé au rôle que la maçonnerie a joué, qu'elle joue encore dans la diffusion et le rayonnement des valeurs humanistes de premier plan, l'égalité des individus, la tolérance. Donc, c'était déjà de la part de Nicolas Sarkozy avouer que la Constitution européenne était bien une construction maçonnique, si je ne me trompe. La maçonnerie, poursuivait-il, a toujours été présente au grand moment de notre histoire pour conforter la démocratie et les droits de l'homme. Dans ce ministère de l'Intérieur, la maçonnerie française est un peu chez elle parce que peu de ministères portent aussi bien les valeurs républicaines et que peu de familles de pensée s'identifient aussi bien à la République. Sachez que rien de ce que vous dites ne m'est indifférent. Fin de citation. Et c'est pour cet individu que tant de bien-pensants sur les recommandations de la fraternité Saint-Pédis et Saint-Pierre, qui attendaient de Sarkozy que les héritages et donations soient libérés, ont voté. Ce qui est intéressant de relever aussi, c'est qu'une autre de nos vieilles connaissances, le marin de Bernard Anthony, dans Présent du 14 février 2009, emboîtait le pas à Sarkozy dans sa condamnation envers Benoît XVI. Bernard Kouchner, autre marin, parlait de l'inquiétude de la France. Alain Juppé, élu des marins de Bordeaux, déclarait « Ce pape commence à inquiéter ». De même, le député UMP gay Jean-Marc Romero, le prétendu philosophe chrétien Jacques Duquesne, le socialiste franc-maçon Jean-Marc Ayrault voulaient déjà que Benoît XVI démissionne. Donc vous voyez, quand une politique ne leur plaît pas, bon, on ne discute pas. Non, c'est dehors. Ils font tout pour ça. Donc voilà quelles ont été les prémices de la démission de Benoît XVI. Et c'est ainsi qu'un jour, de janvier 2013, on apprend que la Banque centrale, que la Banque d'Italie refuse les transactions avec la Banque Vaticane. Petite parenthèse et rappel. Qui était le patron de la Banque centrale européenne? Mario Draghi.
qui était le patron de la Banque d'Italie? Mario Monti. Caractéristique commune? Tous deux étaient issus de la banque Goldman Sachs. Ah ouais. Tels ont été les éléments, entre autres, qui ont poussé à la démission de Benoît XVI. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que, donc, on apprend brusquement le 1er janvier 2013 que la Banque d'Italie, sous la coupe, je répète, de Mario Monti, ex de la banque Goldman Sachs, avait désactivé les terminaux de paiement avec le Vatican. C'est la Croix qui le cite. Et pour mesurer l'impact économique que cela allait avoir, il faut savoir qu'en 2011, les 5 millions de visiteurs des musées du Vatican avaient dépensé 91 millions d'euros. Comme ça qu'on verrouille économiquement. Et il y avait déjà eu une petite alerte, puisque la veille de Noël, le sous-secrétaire au Trésor du gouvernement Monti, un certain Vieiri Seriani, avait dénoncé la nature extracommunautaire de la Banque Vaticane, qui n'est pas autorisée à exercer ses activités en territoire italien. Donc c'était la déclaration de guerre. Et c'est extraordinaire, dès que Benoît XVI donne sa démission, tout rentre en ordre. Rapport de cause à effet, une fois de plus. C'est extraordinaire. Et vous comprenez pourquoi j'insiste sur ces détails de l'histoire, le vrai détail de l'histoire, contrairement à ce qu'un individu a dit il y a quelques années. C'est ça qui explique l'évolution des sociétés. Donc voilà, par ces quelques évocations, qui me semblait nécessaire de faire pour que vous perceviez bien comment ce n'est pas par un bon pas qu'on arrivera à restaurer les choses, mais par la restauration de pouvoirs politiques compatibles. C'est ce que ce brave abbé de la fraternité Saint-Pédis ne comprenait pas et ne comprend toujours pas. Je voudrais revenir encore à certaines citations de Sarkozy, parce que franchement, le passage de Sarkozy à la présidence de la République aura été un tournant majeur, comme celui de Macron le sera aussi, et pire encore que Hollande. Voilà ce qu'il disait toujours à propos des 275e années de la création de la maçonnerie en France. Nous sommes ici en raison de l'affaiblissement de la confiance des citoyens dans l'État et de la perte de repères traditionnels, n'allez pas croire que c'est dans le sens traditionnaliste, qui ont conduit des millions de Français à faire des choix électoraux dépourvus de sens. Et il poursuivait, historiquement, la laïcité, c'est d'abord un combat pour la consolidation de la République contre la religion catholique supposée monarchique. Tout est là. C'est tout le combat entre la France et l'anti-France. Tout est là. On ne peut pas dire qu'ils ne nous préviennent pas. Mais encore faudrait-il que les bien-pensants travaillent un petit peu, fuinent, cherchent et s'instruisent. Ce qu'ils ne font pas, quand on voit les résultats. Et il poursuivait encore, comment ne pas voir que votre attachement à la laïcité est la conséquence même des valeurs maçonniques les plus fondamentales, liberté de penser, à sens unique,
et respect de l'autre à sens unique. C'est moi qui commente, hein, vous avez compris. Bon. Et il disait, la religion n'est plus et ne doit pas redevenir un vecteur d'affirmation politique et identitaire. Donc, encore une fois, vous voyez l'imbrication entre le politique et le religieux, et la domination du politique sur le religieux. Et donc, politique d'abord, mais évidemment en sens contraire. Alors, en marge de ce rappel, je voudrais rappeler une bien étrange déclaration d'un catholique de la mouvance des vacantistes, quelque peu pétainiste, l'avocat Adrien Abouzit. Parce que ça va vous permettre de comprendre comment nos milieux sont travaillés de l'intérieur. Non seulement il avait écrit un livre, lui qui se dit monarchiste, etc., etc., il avait écrit un livre à la gloire de Robespierre, il faut le faire quand même. Mais surtout, alors c'est là le sel de son action, il avait déclaré que le pire des papes modernes avait été Benoît XVI, celui-là même que les francs-maçons et juifs ont tout fait pour faire ça. Et vous vous rendez compte, voilà l'individu qui s'est créé un personnage dans le milieu, en se déclarant monarchiste, en se déclarant pétainiste, un petit peu comme Zemmour. Et tout ce brave public de droite, les nationaux, dès qu'on le parle un petit peu de Pétain, ah, c'est magnifique. C'est chibolette, comme disent les juifs, c'est chibolette, c'est le mot de passe. Quelle bande de crétins. Tout à l'heure, vous me disiez que dans votre région, il n'y avait quasiment plus rien, depuis la défaite de Marine Le Pen. Oui, attendez, je vais prendre vos... C'est très révélateur. Parce que pour ces gens-là, voilà, ils s'étaient incarnés dans un personnage qui s'est révélé ce que nous savions, nous, depuis longtemps. Et à partir du moment où le soufflet est tombé, ah ben, il n'y a plus rien, on ne fait plus rien. C'est la fin du monde. Voilà. Pourquoi croyez-vous que je pousse ces gueulantes contre nos milieux? C'est à cause de leur aveuglement et de leur lâcheté. Parce que nous coulons à cause d'eux aussi, pas simplement à cause de nos ennemis. Bon. Si j'ai utilisé cette formule de Charles Maurras, politique d'abord, pour illustrer le contenu de cette conférence, cela ne veut pas dire que je me mets sous son égide. Beaucoup d'entre vous savent très bien pourquoi, puisqu'ils ont déjà entendu parler de ça, mais il est bon toujours de revenir sur des points importants qui expliquent l'évolution de notre société et de notre histoire. Si Charles Maurras a eu des pages convaincantes pour démontrer la nocivité de la démocratie, il n'en demeure pas moins que nombre de ses positions ont été déconnectées, incompatibles avec ses justes critiques de la démocratie. En effet, on n'arrive pas à comprendre comment ce nationaliste critique de la démocratie a-t-il pu toute sa vie soutenir les Orléans. Ça ne colle pas. Comment ce nationaliste
antidémocrate, a-t-il pu, par patriotisme, pas par nationalisme, soutenir le soi-disant compromis nationaliste pour s'allier au franc-maçon Clémenceau, qui a voulu la guerre et la saignée, pas simplement de la France, mais de toute l'Europe. Et a fait de Pétanca. Donc, vous voyez, quand on défend des principes, il faut être cohérent de A à Z. Sinon, il y a des hiatus. Et ces hiatus-là, malheureusement, font l'histoire aussi. Et c'est toujours la même chose avec nos milieux. Ils n'ont pas la froide analyse. Ils réagissent émotionnellement. Un exemple, entre autres, sur lequel je reviens aussi assez souvent. Quand la France subit la débâcle de 40, du fait de la politique de la Troisième République maçonnique, les milieux de droite vont se séparer en deux camps ennemis. L'un qui rejoint la résistance et De Gaulle, par patriotisme, et l'autre qui, comprenant ce qu'il y avait de sous-jacent à cette défaite, soutient le maréchal Pétain. Et en fait, où est le problème ? Le problème est que si la France a subi cette débâcle peu glorieuse, c'est que préalablement, elle avait été désarmée par l'idéologie judéo-maçonnique et que la débâcle n'était qu'une conséquence, puisque déjà à l'époque, leur but était d'abaisser la France, abaisser la France, abaisser la France. Et c'est donc du fait de cette réaction patriotique, sentimentale, qu'ils n'ont vu que l'invasion physique, mais qui n'ont pas tenu compte de l'invasion intellectuelle préalable. Et là aussi, c'est une des étapes marquantes qui explique la situation dans laquelle se trouve la France aujourd'hui. Donc, ce n'était pas avec les rodomontades pseudo-patriotiques d'un De Gaulle, condamné à mort par le président, enfin, sous le président de la Troisième République, Albert Lebrun, pour cause de désertion, en temps de guerre, puisque De Gaulle est parti en Angleterre alors que l'armistice n'était pas signé. Il a donc déserté en temps de guerre. De même qu'en 1916, il s'était rendu le lendemain de son arrivée sur le front pour se mettre à l'abri. Il a attaqué Maurrassien. Alors, ça me laisse toujours rêveur quand je vois des gens dans un milieu qui condamnent le De Gaulle de l'Algérie française, mais qui restent fidèles au De Gaulle d'avant. Ils ne comprennent pas que le De Gaulle de l'Algérie française s'explique par le De Gaulle de 1916, par le De Gaulle de 1940 et par le De Gaulle qui allait suivre de 1968. C'est le même homme, sous l'effet des mêmes pressions, des mêmes lobbies. Il allait d'ailleurs bien le rendre, puisqu'il est bon de vous rappeler, alors que la maçonnerie avait été interdite par Vichy ainsi que le décret Crémieux, c'est De Gaulle, pas plus tôt arrivé au pouvoir, au gouvernement provisoire d'Alger, qui rétablissait la maçonnerie et le décret Crémieux, avec les suites que l'on connaît.
Et si vous avez des questions à poser, vous les poserez après la conférence. Action, réaction, action, réaction, action, réaction. Tout dans l'histoire de l'humanité, c'est ça. Donc vous voyez, pour nous, le politique d'abord consiste à étudier froidement les causes des effets qui nous détruisent pour pouvoir, à notre tour, essayer de détruire leur vecteur. Et tant qu'on ne comprend pas cette nécessité, ne venez pas pleurer sur la situation que nous vivons. Situation que nous vivons. Eh bien, on en a un très bon exemple avec l'arrivée de M. Macron au pouvoir. En fait, ça a été le même mécanisme que celui qui avait amené un certain Nicolas Sarkozy au pouvoir. Ce sont les mêmes aveugles, imbéciles, crétins, qui n'ont pas voulu comprendre les avertissements. Et qui, directement ou indirectement, ont voté pour lui. Et quand je dis indirectement, c'est-à-dire en ayant l'illusion, en votant au premier tour Marine Le Pen, ils allaient éviter, ou tout au moins la conduire au triomphe. Mais, là encore, on touche du doigt leur aveuglement, parce que qui est cette Marine Le Pen ? Qui est cette Marine Le Pen, hein, qui n'a à la bouche que le sionisme, bonne démocrate, gaulliste, qui n'a absolument aucun sens de doctrine politique. La seule question, la seule réserve que l'on peut se poser à son sujet, est-elle uniquement bête ou est-elle un agent? Les deux. Donc, à propos des dernières présidentielles, je voudrais tout de même y revenir parce qu'il faut tout de même comprendre le mécanisme et comprendre pourquoi, à certaines périodes, je recommande telle ou telle position. N'allez pas croire que c'est comme ça par une lubie, une pulsion quelconque. C'est que j'essaye avec mes amis d'analyser froidement la situation. Quel est le meilleur chemin ou le moins pire? Et je voudrais rappeler un petit passage du communiqué de nos cercles nationalistes du 2 mars 2017. Et j'avais mis en garde à ceux qui tombent dans le panneau de la désinformation et de la calomnie politique. Je voudrais leur faire observer que dans la mesure où François Fillon, pourtant issu du système, est à ce point attaqué par le tenant du système, c'est qu'ils ne le reconnaissent plus comme un des leurs et qu'ils en ont peur. C'était le point essentiel de l'analyse qu'il fallait faire. Si François Fillon est autant persécuté au travers d'une justice sous la coupe du ministre de la Justice, et pas seulement lui d'ailleurs, le franc-maçon Jean-Jacques Urvoas, c'est parce que les responsables de la destruction de la France savent qu'ils seraient les premiers à souffrir du grand nettoyage que François Fillon a annoncé d'aller vite et très fort après son élection. Et c'est là-dessus, je disais, que je continuerai à défendre François Fillon contre la meute qui vise à imposer à Macron, pour qui il n'y a plus de culture française, affirmant qu'il ne l'avait jamais rencontré. Vous avez vu dernièrement son ministre, son Premier ministre, parlant de la culture française et énumérant ses noms d'auteurs et de philosophes juifs qui tous ont existé après la Révolution. Donc on voit très bien le basculement.
les Molière, les Balzac, les Boileau, les ceci, les cela. Ces gens-là ne les connaissent pas. Ce n'est pas leur France. De toute façon, pour eux, c'est pas la France. C'est eux. Et je soulignais encore quels étaient les soutiens de ce monsieur Emmanuel Macron, ancien associé de la banque Rothschild, ce dont aucun de ces braves votants bien-pensants catholiques ou autres n'ont tenu compte, quand même. Les Cohn-Bendit, Julien Drey, Jacques Attali, Alain Minc, Claude Bébéard, Xavier Niel, Patrick Drahi, franco-israélien qui possède au moins les 3/4 de la presse française, sans payer un sou. Pierre Berger, le regretté Pierre Berger. Gérard Collomb, tiens, notre actuel ministre de l'Intérieur. On doit être bien protégé, on le voit. Et puis cette douce Christine Lagarde, coupable mais pas justiciable, alors que Fillon l'était. Non mais vous vous rendez compte, c'est à hurler, et à hurler pas nécessairement seulement contre nos ennemis, mais contre cette bande de crétins de nos milieux qui nous les amène à chaque tournant de l'histoire. Il est évident que pour le système, entendre un François Fillon avec tous les défauts qu'il peut avoir, je le sais plus que n'importe qui. Et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai écrit. Il m'a même répondu. Imaginez d'avoir un président de la République qui se revendique comme étant catholique et qui rappelle les fondements de la France avec Clovis et Jeanne d'Arc. Et il est évident que quand on est franc-maçon, ça doit rester quelque peu en travers de la gorge. Donc on est passé à côté d'une occasion de bloquer tout au moins pour un temps l'action de ces gens-là, en ne comprenant pas que si François Fillon n'était pas au deuxième tour, c'était automatiquement Macron qui passait. Automatiquement. Et bien se dire que le système ne pouvait pas tolérer non plus les réticences de François Fillon sur la volonté de Bruxelles de nous imposer la PMA et la GMA. Et que voit-on aujourd'hui? La PMA va déjà passer. Ça a déjà passé. Donc voilà. Il faut savoir ce qu'il y a derrière les gens. Et il faut réagir en fonction de ça et non pas émotionnellement, comme je me tue à le répéter. Alors, dans la critique que je faisais au lendemain de sa défaite à Fillon, dans une lettre que je lui ai envoyée, je disais que, évidemment, nous regrettions au moins autant que lui sa défaite, peut-être même plus que lui. Et je lui disais, bon, bah, c'est pas tout, maintenant il faut essayer de comprendre pourquoi vous avez perdu. Et je lui ai énuméré différentes choses, notamment que ces références un peu trop fréquentes aux valeurs de la République, etc., 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 son allégeance aux invitations de certaines structures juives faisait très mauvais effet dans le milieu, mais que surtout, il s'était très très mal entouré, et que surtout de surtout, alors que les Sarkozy, les Juppé et leurs adjoints, les Barouin, les Bertrand, les Pécresse, les Nkam, etc., avaient tout fait pour trouver un plan B pour s'en débarrasser, et je disais à Fillon, bah, écoutez, à votre place, après le coup
que vous aviez réussi du Trocadéro, je leur aurais dit, vous ne vouliez pas de moi. Vous avez tout fait pour que je ne sois pas en position de me présenter. Maintenant, c'est moi qui ne veux pas de vous. Et je disais à Fillon, vous auriez certainement perdu leur voix, mais êtes-vous sûr qu'ils ont voté pour vous? Or, si vous aviez joué cette carte-là de les mettre à la porte, certes, vous auriez perdu leur voix, mais vous auriez gagné sur votre droite énormément de gens qui voyaient d'un très mauvais œil que vous fricotiez avec les Sarkozy, Juppé et compagnie. Et alors, le plus beau, c'est que c'est là-dessus qu'il m'a répondu, en me remerciant de mes critiques. Il est temps. Il est temps. Je ne sais pas quelle sera l'histoire, mais vous voyez, il ne faut jamais perdre une occasion, même si on croit que ça servira à rien. Ce qui ne sert à rien, c'est de ne rien faire. À ce moment-là, il ne se passe jamais rien. Il faut toujours essayer. On verra ce que ça donnera. J'estime que j'ai fait ce que je devais faire. Et c'est cela que je reproche à beaucoup de gens de nos milieux, c'est de n'avoir pas eu l'honnêteté intellectuelle de juger sur pièce de ce que disait et ce que voulait Fillon. Moi, je l'ai suivi pas à pas dans toutes ses déclarations, dans tous les débats. J'ai noté. Ceux qui n'ont pas voulu voter pour lui en disant « Ah non, lui c'est la même chose que les autres, il n'y a rien à faire, gna 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 », se sont basés uniquement sur les déclarations des médias qui ont remarquablement joué parce qu'ils ont une connaissance de la mentalité de nos milieux qui est remarquable. Ils ont très bien compris que s'ils agitaient le fait que Fillon avait des rapports avec De Castres, le patron des Bilderberg, dans nos milieux, ça ferait très mauvais effet. Il nous promettait d'ailleurs que Fillon le prendrait comme Premier ministre, ce que Fillon n'a jamais dit. D'ailleurs, ils allaient recommencer quelques semaines plus tard avec Barouin, après le Trocadéro, en annonçant que Barouin serait le Premier ministre de Fillon. Vous imaginez les faits négatifs que ça a fait dans nos milieux, pour les plus pointus en tout cas, etc., etc. Donc oui, c'est la connaissance. Nos ennemis nous connaissent beaucoup mieux que nos milieux ne connaissent nos ennemis. Et c'est ça le drame, entre autres. Alors, une chose sur laquelle je reviens encore régulièrement, c'est en fait, qu'est-ce qui nous a amené cette situation? De génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Une toute petite chose qui n'a l'air de rien. La disparition des corporations et des corps intermédiaires, remplacée par la pseudo-liberté autorité du citoyen par son bulletin de vote. Et à partir de là, il se produit une véritable révolution sociale. C'est que le citoyen qui votait en pleine connaissance de cause, du fait de son activité professionnelle, sociale, dans sa province, dans son bled, appelez ça comme vous voudrez, désormais ne va plus pouvoir formuler son opinion qu'en fonction de ce que les médias lui disent. Il est donc formaté, programmé. Et vous connaissez, pour beaucoup d'entre vous, les plus anciens, et puis ceux qui m'écoutent au travers des ondes par mes conférences et entretiens précédents, vous savez très bien, c'est d'une simplicité biblique. Qui tient la presse, tient le vote du citoyen.
Tout est là. Donc la première chose à faire, c'est faire des citoyens des incroyants de ce que dit la presse. Et c'est extraordinaire comme à chaque époque, il y a des gens qui comprennent, qui voient clair et qui mettent en garde et qui malheureusement ne sont pas suivis. Rappelez-vous la fameuse formule de l'historien Sainte-Beuve à la fin du XIXe siècle, quand il disait « L'individu ne raisonne pas nécessairement faux sur des bases exactes, il raisonne juste sur des bases fausses. » Eh bien, c'est tout le problème de l'information, de la manipulation de l'information qui est dénoncé là. Et c'est ça qu'il faut expliquer, expliquer, expliquer. Évidemment, ce n'est pas dans le Figaro Magazine, dans le Figaro tout court, que l'on lit dans les bonnes familles, parce qu'il y a la nécrologie, les mariages de la bonne société. De la bonne? Société. Non, mais de la bonne entre guillemets. Entre guillemets, bien entendu. Bravo là. Ou dans Le Point, ou dans l'Express Magazine. C'est ça qu'il faut expliquer. Et c'est comme ça que de défaite en défaite, on en arrive à la situation que nous vivons. Et là encore, on trouve des gens, d'ailleurs on ne s'attend pas là où ils sont à ce qu'ils disent ce qu'ils disent, et notamment Jean Gandois, je l'ai aussi cité à plusieurs reprises, Jean Gandois qui a été le président du Conseil national du patronat français, donc l'ancêtre du MEDEF d'aujourd'hui, et qui, dans le rapport du 11e plan, disait ceci: le travail et le capital national ne sont plus au service de la nation et des siens. Qu'est-ce que cela veut dire? Au service de qui alors? Et voilà à quoi les concepteurs de la Révolution dite française ont abouti en supprimant les corporations au bénéfice de ce suffrage universel qui leur permet de manipuler les masses. Je voudrais revenir sur une déclaration toute récente d'Emmanuel Macron, vu la portée que cela a et va avoir. C'était lors de la semaine des ambassadeurs du 29 au 31 août 2017. Je dirais pas qu'on le découvre. Pour certains, peut-être qu'ils l'auront découvert, mais on voit quelle est l'imprégnation maçonnique et mondialiste de cet individu. Il disait ceci, en résumé, aux diplomates français qui étaient devant lui. Il n'y a plus de souveraineté populaire, ni en France, ni en Europe, donc pas de démocratie nationale d'intérêt collectif. Et décrivant leur nouveau travail aux ambassadeurs, il leur ordonnait, je cite, de ne plus défendre les valeurs de leur pays, de ne plus défendre les valeurs de leur pays, non, notre pays, mais de trouver des opportunités d'agir au nom du Léviathan européen. Europe, Europe, plus de nations, Europe, 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 étape intermédiaire vers la gouvernance mondiale, bien entendu, comme dirait un certain Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous ce qu'il disait, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Donc voilà comment se révèle, pour ceux qui ne le savaient pas encore,
c'est Emmanuel Macron, issu de la banque Rothschild. Ça ne peut surprendre que les ignorants. Donc pour eux, l'affaire semblerait pratiquement cuite, mais je leur dirais tout de même, vous réjouissez pas trop vite, c'est tout de même compté sans un certain Vladimir Poutine, qui, petit pas par petit pas, fragmente le socle de la puissance américaine, judéo-américaine, financière, économique et politique. Par sa politique d'échanges commerciaux hors dollar, ça va être une révolution. Ça commence à l'être déjà. Puisque maintenant, les échanges vont se faire en roubles et en yuan principalement, basés sur l'or. C'est pas par hasard que la Russie, la Chine et d'autres pays achètent de l'or par tonne. C'est pas par hasard. C'est pas parce que ce sont des Shylocks. Vous savez qui est Shylock quand même, hein? Shakespeare. Ah oui, je sais bien qu'il y a des versions expurgées de Shakespeare maintenant. Bon. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Donc, dans l'histoire de l'humanité, rien n'est jamais perdu, parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le propre des faux principes est de porter en eux les germes de sa propre autodestruction. Simplement, il faut y pousser et essayer de trouver les alliés que l'on peut avoir à certaines occasions. Je sais que dernièrement, un certain Jérôme Bourbon a cru intelligent de me reprocher, d'abord il moquait le peu de monde qui venait à mes réunions, que je tenais des discours confus. S'ils sont confus, je me demande pourquoi il y a autant de milliers de gens qui me suivent sur Internet. Vous savez, vous ne savez pas, que je dépasse très largement l'audition que peut avoir un Jean-Marie Le Pen. Entre autres. Et je me rappellerai aussi que jusqu'à il y a 5 ans environ, Jérôme Bourbon, pour faire connaître son journal, faisait la tournée dans la province avec des petites conférences. Il a été obligé d'abandonner vu le peu de participants qu'il y avait, qui viennent ici. Ou qu'il aille sur Internet et qu'il voit le nombre de visionnages. En fait, c'est la sordide querelle de boutique de gens qui sont furieux. Je ne m'en vante pas, je crois que je remplis simplement mon rôle. Ils sont furieux de ce que leurs alliances entre eux, entre petits copinages de cette droite dite nationale, n'arrivent pas à faire. Ils n'ont pas arrivé à empêcher la progression. Et si je progresse, je pense parce que ce que je dis correspond à ce que les gens attendent. Le nombre de personnes qui découvrent mes vidéos sur Internet, vidéos, c'est-à-dire entretien ou conférence, qui me disent « je vous ai découvert sur Internet et ce que vous dites correspond exactement à tous mes doutes ». Mais c'est à 99,9% le leitmotiv de tous les contacts que je reçois depuis près de 2 ans et demi environ. Donc ce que je dis correspond à une attente de gens qui cherchent à comprendre ce qui leur arrive et qui ne trouvent pas ailleurs la réponse. Je ne tiens pas à m'en vanter. Je signale un fait pour vous dire que quand on parle vrai, qu'on n'a pas peur de désigner ceux qui jouent un jeu contraire, on est gagnant. La vérité est toujours gagnante à terme. Je rappelais ce matin, lors de notre entretien avec Jean Lamour et avec notre charmante Blandine,
Je rappelais ce fait. Vous avez entendu parler de ce qui se passe en Espagne avec ce petit jeu pervers de l'indépendance en Catalogne. Et j'avais rappelé un article qui était paru dans Rivarol il y a 3-4 ans environ, de Pierre Vial, qui prenait le rapprochement du Pays Basque, au moins du sud-ouest de la France, avec la Catalogne pour créer une entité différente. Alors, en principe, Jérôme Bourbon, je lui renvoie la balle, simplement, laisse publier dans son journal un article qui prône le séparatisme en France. Et ça se prétend nationaliste. Il y a un problème. Il y a un problème, il y a une tromperie. Et c'est curieux comme aucun de ceux sur lesquels je braque le projecteur refuse le dialogue avec moi. Combien de fois n'ai-je pas demandé à un Henri de Lesquen, à un Alain de Benoît, entre autres, d'organiser un débat contradictoire. Personne. Personne. Pourtant, je ne suis pas avec un couteau entre les dents. Personne. Ils ne savent que bavoter ou mentir. Voilà ce que je tenais à dire, parce que je commence tout de même tout doucement à en avoir par-dessus la tête de ces faux jetons. Et alors, je voudrais terminer sur un texte toujours de ce même abbé que je citais au début de cette conférence, qui démontre son aveuglement sur le fond du problème. C'est au début de son homélie du 4 septembre 2016 au Journée Chouane, une petite plaquette qui a été publiée par Scherer Montreuil, et qu'il m'avait envoyée. Voilà ce qu'il disait. Voici 50 ans que le combat dure. Nous voyons notre pays continuer de s'effondrer. Pourquoi ? Parce que justement l'épître d'aujourd'hui va nous le montrer. Ce que le bon Dieu nous demande, c'est l'humilité pour qu'il puisse travailler en nous. Il y a un problème là. C'est un petit peu déconnecté, on ne parle pas sur le même plan. C'est pas du tout le même plan là. Il y a un plan religieux, un plan politique. Donc il commence par constater que depuis 50 ans, le combat... 50 ans, il est gentil, hein, ça a commencé bien avant. Depuis 50 ans, le combat dure et nous voyons notre pays continuer de s'effondrer. Il n'a à nous proposer que l'humilité. Non, mais ça ne va pas. Deux plans différents. Qu'on soit humble sur le plan religieux, qu'on observe les commandements, c'est une chose. Mais ce n'est pas par l'humilité qui démobilise qu'on pourra un jour gagner. Et si j'insiste là-dessus, c'est pour pointer le doigt sur la responsabilité de certains religieux qui ne pensent qu'à une chose, c'est garder sous leur coupe leurs fidèles par peur qu'ils leur échappent sur le plan politique. Et moyennant quoi, on en arrive à les faire voter pour Sarkozy ou Macron. Alors merci. Donc, vous comprenez peut-être un peu plus maintenant le pourquoi de ce titre de la conférence, politique d'abord. N'en déplaise aux religieux, pour les raisons que je viens de dire. C'est le piège du cléricalisme. Cela n'a rien à voir avec une saine pratique religieuse. Le cléricalisme, c'est vouloir attirer les fidèles et les garder à soi.
C'est une emprise de gourou. Alors, le bon pape, moi je veux bien, le bon pape ne viendra que le jour où un, deux ou plus de pays pourront apporter un peu plus de force à Rome. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, d'où la nécessité du politiquement correct bien compris, car ce sont les principes politiques et philosophiques, bons ou mauvais, ça joue dans les deux sens, qui conditionnent dans un sens ou dans l'autre l'avenir des peuples et des nations, y compris celui du pape et de l'Église. Merci de votre attention. Alors, bien entendu, comme à chaque fois, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Oui. La citation que vous avez donnée de l'adresse. Comment? La citation que vous avez donnée de l'adresse de Macron au diplomate. Oui. Est-ce que le mot Léviathan il figure vraiment? Oui. Ah oui, 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 tout à fait. Tout à fait, mais c'est révélateur. Tout est révélateur. Mais écoutez, rappelez-vous, ce bon petit Macron, le signe à l'équerre, devant la pyramide du Louvre, le sceau maçonnique sur les palais des rois de France. Écoutez, j'espère que ceux qui ont voté Macron, parce qu'ils ne savaient pas, auront l'honnêteté un jour de reconnaître qu'ils se sont plantés, comme on dit vulgairement. Monsieur, Oui. vous pensez que François Fillon, après cette déclaration à la présidence qu'il a dit de voter pour Macron, alors comment vous expliquez Oui, non, mais qu'il je n'était sais. pas présent à l'Assemblée nationale quand on votait la loi d'entrave numérique à l'avortement? Alors on ne se prétend pas catholique dans ces cas-là. Le problème de tous ces hommes politiques. C'est Bon, l'argent. il faut. Je vous ai dit que je connais très bien tous les défauts de Fillon. Simplement, est-ce que vous croyez que s'il avait fait une déclaration, je suis contre ça, si j'arrive, je ferai ça, Il aurait ça. pu laisser Il l'a dit en partie, son électorat le mais choix. il pouvait pas plus. Et déjà, le peu qu'il a dit lui a coûté très cher. Mais laisser simplement C'est comme ça. la conscience de son électorat potentiel, le choix. Et c'est ce que je lui ai reproché de ne pas avoir compris justement quel était son électorat potentiel. Et oui. Voilà. Mais oui, mais Non, c'est mais comme vous ça. avez très bien Mais expliqué. n'empêche qu'il aurait été préférable que ce soit lui plutôt que Macron. Oui. C'est aussi simple que ça. Oui, la déclaration de Benoît XVI, il y a une déclaration que vous avez oubliée. Et moi, ça J'en ai certainement oublié plusieurs. Très importante. Il a dit dans 2 ans, j'ouvre les archives du Vatican concernant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, non, mais Et 6 mois avant, paf, pour le liquide. il y a Bon. 36 000 choses. Mais je voulais placer ça simplement sur le plan religieux, qui Oui. ça concernait l'Église uniquement. Alors, Mais là, vous avez raison, oui, c'est maintenant, évident. sur le plan religieux, n'oubliez pas que le rôle des cléricaux a été déterminant dans le déclenchement de la Révolution dite française. Le testament de Louis XIV, qui a été rédigé en août 1715, ils ont nommé le duc du Maine, qui était une espèce de nabot, fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan, qui était un chouchou de Madame de Maintenon, parce qu'il ne voulait pas du duc d'Orléans, qui était un libertin partisan, etc., qui a été un type remarquable, parce que quand il a rendu la France à Louis XV, il avait réduit la dette de moitié, il avait bien réglé l'affaire de la peste à Marseille. Eh bien, le duc d'Orléans a fait annuler le testament de Louis XIV, et le Parlement l'a fait en échange du rétablissement du droit de remontrance. Et ainsi, on a bloqué toutes les réformes. L'assassinat, l'exécution du chevalier de la Barre contre l'avis de l'Église catholique, la réforme de Machaut d'Arnoville du 23 décembre 1751, cette espèce de poufiasse de Madame Adélaïde, excusez le mot, pardon, chez vos oreilles, et qui aurait pu sauver la monarchie. Le rappel des parlements avec Louis XVI au château de Choisy, je crois que c'est en avril 1774, il avait choisi Machaut d'Arnouville, il allait envoyer la lettre au château de Thoiry, quand le palefrenier ou le cavalier a cassé un éperon, et pendant ce temps, il a vu toujours la même Adélaïde, et qui lui a dit, il ne faut pas Machaut d'Arnouville, mais monsieur de Maurepas, au château de Pontchartrain. Alors l'autre qui changeait son éperon, comme a dit Edgar Faure, un éperon cassé était la cause de la Révolution. Non, mais tout à fait. Non, mais c'est cet enchaînement de petits faits de rien. Le parti clérical a été odieux Voilà. et fustigé dans le
le Tartuffe de Corneille. Parce que Molière, mais c'est Corneille. Voilà. Alors je voulais terminer, j'étais un peu long, excusez-moi, mais je voulais dire en tête à tête, là, à la partie, j'ai trouvé dans le Figaro d'aujourd'hui une déclaration des milieux, le LICRA et compagnie, nos amis, entre guillemets, et alors 90 députés de la FD au Bundestag, je disais très inquiétant. Voilà ce qu'ils disent. Pour nous, il est inconcevable, Figaro de ce matin, de travailler avec des politiciens, entre guillemets, je vois beaucoup mettre des guillemets, qui exigent la fin de la, ouvrez les guillemets, culture de la culpabilité, ou qui veulent mettre en valeur l'action des soldats allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ils ont la trouille de la déculpabilisation de l'Allemagne, de la libération de la parole qui est en train de commencer. Je vous ai dit ce que disait un professeur d'université en Allemagne. Il y a des élections pas dimanche, mais l'autre dimanche, en Autriche et en Autriche, c'est ce que je veux dire, en Autriche aussi. D'ailleurs, ils sont très inquiets en Autriche. Et c'est pas des rigolos à la française, vous allez voir quand c'est les durs. Hein. Et quand ils vont avec Internet, vous allez voir en 2010. On verra. On verra. Autre question? Oui? Oui, c'est pas la première fois que je vous entends parler de l'influence de la fraternité Saint-Pédis et Saint-Pierre sur l'élection 1 de Sarkozy et ensuite de Macron. Alors, je suis très nul en maths, mais est-ce que vous surestimez pas l'influence qu'ils ont et le nombre de gens concernés? Parce que voilà, mais encore une fois. Bonne question. Alors, je vais vous répondre. Bon, premièrement, il y a une chose qui est étrange qu'il faut souligner. C'est que alors qu'en 2007-2012, ces deux fraternités ont fait voter Sarkozy, cette fois-ci, ils n'ont pas donné consigne de faire voter Fillon. Donc ça a été par passivité que Macron a été. Alors, sur la représentativité que peuvent avoir ces deux fraternités, ça représente tout de même du monde. Et il faut tout de même savoir que Macron n'a été élu que par une majorité d'une minorité, c'est-à-dire à peine 16% des inscrits. Donc il suffit de quelques dizaines de milliers de personnes pour faire basculer les choses. Ai-je répondu? Oui, merci. Blandine. Oh que oui, oh que oui. Alors, ce à quoi on assiste justement, c'est à l'ambition de Macron qui est en train de monnayer les fleurons de l'industrie française avec ses alliés européens parce qu'il rêve de devenir le président de l'Europe. Ah oui, d'accord. C'est aussi simple que cela. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, il y a la concurrence. Donc voilà, pour répondre, alors évidemment, bon, depuis que Macron est arrivé dans le firmament dit français, il ne fait que vendre les fleurons de l'industrie française. Tout y passe. Aéroport de Toulouse, donc Alstom aux Américains, une partie d'Alstom aux Américains, General Electric, le reste maintenant à Siemens. Qu'est-ce qu'il y a eu encore et même la Française des Jeux, paraît-il, va passer entre les mains étrangères. Bon. Non, mais donc c'est vraiment la France mondialisée. Il n'y a plus de France, c'est tous des échanges selon les moments, avec les uns, avec les autres. Et on fait du business. On ne défend plus des intérêts nationaux, on fait du business. Le problème, c'est que c'est à notre détriment. Alors, la réforme de l'ISF, c'est très net. Ben évidemment, alors, ça je l'ai signalé dès le début. Rappelez-vous, la réforme de l'ISF, c'est quoi? On supprime l'ISF pour les avoirs bancaires, mais on le conserve sur ceux qui ont de l'immobilier. Donc, débarrassez-vous de l'immobilier et mettez-vous sous dans les bonnes petites banques que nous dirigeons. C'est ça. C'est fabuleux. Rejoindre les deux bouts au château de Vaux-le-Vicomte, il faut qu'ils payent l'ISF. Vous savez que ces propriétaires de monuments historiques, c'est pas leur site. Ah ben oui, ils ont l'ISF.
Alors, on avait déjà eu, mais dans une certaine mesure, c'était dans le bon sens relativement. Il ne l'a pas fait exprès, mais il avait des intérêts. Ce qui explique, rappelez-vous Fabius. Quand Fabius avait supprimé les droits sur les œuvres d'art, pourquoi? Parce que son papa riche, antiquaire, etc., etc. Mais c'est comme ça que se fait la politique. Bon, je ne vais pas dire de gros mots, vous avez compris ce que je veux dire. Remarquez, ça a été une bonne chose, ça a évité aux œuvres d'art. Mais justement, c'est ce que je dis. J'espère que Comme quoi, parfois, du mal peut sortir un bien. tout objet qui a plus de 100 ans n'est pas l'ISF. Bon, pas d'autres questions? Voilà. Oui? Est-ce que vous conseillez toujours l'entrisme au Front National ou pas? Alors, non, bon, évidemment, je pense... Bonne question. C'est que le problème, c'est que visiblement, c'est absolument verrouillé. Je conseillerais tout de même néanmoins à ceux qui y sont encore de rester jusqu'aux prochaines élections et de blackbouler autant que possible les Marine Le Pen, les Lualio, les Gilbert Collard, les Nicolas B, votre cher ami Valéran de Saint-Just, ceux qui sont encore, qu'ils y restent. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre pour l'instant? Pas grand-chose. Philippot, on aime ou on n'aime pas. La seule chose qui nous intéressait, nous, c'était sa volonté ferme et affirmée, et il est resté fidèle d'ailleurs à sa position, de vouloir sortir de l'euro. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il rallie Nigel Farage. Il vient de rallier le groupe de Nigel Farage sur le plan parlementaire européen. Donc c'est important ça. Sur le plan national, je ne sais pas ce que ça donnera, mais on verra. Oui. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur les rapports entre Poutine et les Rothschild? Ils ne sont pas très bons. Voilà, j'avais lu. Ils ne sont pas exactement. Exactement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le personnage Poutine qui progresse pas à pas en fonction de la force qu'il peut avoir à tel ou tel moment, et puis au fur et à mesure de la progression de la politique internationale qui lui permet de faire ou de ne pas faire ce qu'il voudrait faire. Ce qui est intéressant, c'est que tout récemment, ça doit remonter à un mois environ maintenant, il a pris en main la Banque centrale russe, au détriment des intérêts Rothschild. Et d'ailleurs, il y a un texte de je ne sais plus comment il s'appelle ce Rothschild, il y a un texte d'un Rothschild qui est fou furieux. Fou furieux. Peut-être Jacob. Jacob Rothschild, exactement. Jacob Rothschild. D'ailleurs, ça circule sur Internet, je l'ai vu reproduit sur Internet à plusieurs reprises. Donc, non, mais c'est ça, et c'est ça que dans certains de nos milieux, si on peut les appeler comme ça, elles ne comprennent pas, c'est que Poutine ne peut pas tout faire d'un seul coup, parce qu'il a tout le monde sur le dos. Il y va par petits pas, contrairement à ce que Napoléon et Hitler n'ont pas fait. Ils ont voulu tout avaler d'un seul coup. Ils ont mal digéré. J'ai appris aussi que, vu que Poutine était victorieux en Syrie, l'offensive américaine et l'offensive de Daesh se retrouvaient dans les Philippines, en Birmanie, en tout cas dans toute cette partie. Que pouvez-vous en dire? Alors, exactement, c'est ça. D'abord, on sait depuis longtemps que et les États-Unis et Israël aident Daesh, qui est une création israélienne. Puisque, comme l'a révélé Edgar Snowden, ancien de la CIA, al-Baghdadi, de son vrai nom, c'est Simon Elliott, comme on dit en anglais. Ancien agent des services de renseignement israéliens. Bon. Que l'armement, etc., vient par des Américains et des Israéliens, et que maintenant il se trouve devant le fait de la victoire de Poutine et de Bachar el-Assad en Syrie. Donc, pour eux, c'est la fin du rêve du grand Israël.
Eretz Israël. Et je voudrais citer un texte que j'ai cité ce matin lors de notre entretien, ça vaut la peine de connaître cela. C'est un texte qui a été révélé par le très bon site américain Veterans Today. Ça vous dit quelque chose? Bon, Veterans Today. Qui cite la ministre israélienne de la Justice, Ayelet Shaked, qui a menacé. Si Poutine veut survivre, il vaut mieux pour lui de faire ce qu'Israël lui dit. Oui. Tout un programme. Alors, l'assassinat du général russe en Syrie. Curieusement, il y a un obus qui est tombé à l'heure dite, là où il se trouvait dans son bureau, avec 2 colonels et autres, je suppose. C'est curieux. Alors, soit il y a des taupes, ce qui n'est jamais exclu, soit ça a été par repérage par son portable. Ce qui peut se faire. Mais ça aussi, ça fait partie de la stratégie d'essayer de faire comprendre à Poutine qu'il ferait mieux d'écraser. Je ne pense pas que ce genre de procédé est particulièrement plu au petit Vladimir. Je vous signale que Éric Delcroix, vous connaissez, je vous ai interrompu peut-être, non? Non, c'est le monsieur qui voulait poser une question. Oui, posez la question, monsieur. Ce qui est bien avec Poutine, c'est que quand il a débarqué en 99, c'était pas un candidat, il savait très bien où il mettait les pieds. Alors là aussi, l'arrivée de Poutine, c'est ça que j'explique, j'essaie d'expliquer justement dans mon prochain livre, c'est que Poutine, à la ressemblance de Napoléon et d'Hitler, est issu de la politique de son époque qu'il va être amené à combattre. Mais il le fait progressivement. Il ne se fait pas remarquer, il monte, il monte, il monte, il monte, devient président de la Fédération de Russie, et là, au lieu de se déchaîner, etc., il se déchaîne un petit peu, mais un petit peu. Prenez l'histoire des oligarques juifs en Russie, mais ils ne touchent pas tous. Comme je dis, il saucissonne les problèmes. Et il oppose, par exemple, souvent dans nos milieux, on lui reproche ses bons rapports avec les... Lubavitch, peut-être. Lubavitch. Mais il joue d'un clan contre un autre. C'est un politique. En fait, Poutine me fait penser à Louis XI. Ouais, c'est bien. Mais il me fait penser à Louis XI. C'est un Louis XI. Là, il veut vendre des systèmes S-400 à l'Arabie Saoudite, c'est quand même extraordinaire. On n'aurait jamais imaginé ça il y a une paire d'années. Non, et puis surtout, regardez sa subtilité dans la façon dont il a retourné la Turquie. Il se fait démolir un avion et 2 pilotes par l'aviation turque. Ça aurait été un Napoléon, bon, il n'y avait pas d'avion à l'époque, pour Hitler, il serait rentré dans le chou de la Turquie, illico presto. Et qu'est-ce qui serait passé? La Turquie, membre de l'OTAN, Poutine s'est retrouvé avec l'OTAN sur le dos. Il a protesté diplomatiquement auprès de l'ONU, etc., etc. Et puis, il a laissé faire le temps. Et ça, c'est une chose que l'on ne comprend pas en France. C'est cette mentalité russe de jouer avec le temps. C'est ce qui a perdu Napoléon, c'est ce qui a perdu Hitler. Ils ont joué sur le temps TEMP, et le temps météorologique. Et 2 fois, c'est l'hiver russe qui les a vaincus. Parce qu'ils ont joué le temps, doublement. Il faut laisser le temps. Donc, arrive, et là encore un pas de clair des Américains qui se croyaient un pays conquis, qui font un coup d'État essayent de faire un coup d'État contre Erdogan, avec leur homme de paille Gulen qui réside aux États-Unis, le Erdogan qui est ce que l'on veut, mais qui ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut, n'a pas apprécié du tout ce petit jeu des Américains. Et alors petit à petit, on a vu Erdogan se rapprocher de Poutine. Donc si Poutine était rentré dans le chou de la Turquie d'Erdogan, eh bien il n'aurait pas pu retourner les cartes comme ça. C'est ça que je trouve admirable chez Poutine, il sait attendre. Il observe comme un joueur d'échecs.
Rappelez-vous, quand j'ai commencé ma conférence sur Poutine, il y a quoi, 1 an et demi, à peu près. Je crois que ça a été un des plus forts visionnages, d'ailleurs. Un des plus forts visionnages. Joueur d'échecs et judoka. Prévoir le coup après le coup. C'est ça que je trouve génial. Oui. Est-ce que vous pourriez croire un petit peu en Donald Trump, joueur de poker? Non. Je crois que c'est clair et net. Je crois que c'est un personnage imprévisible, une grande gueule. Une grande gueule, écoutez, bon, déjà, si on est quelqu'un de posé, bon, vous pourriez me dire que je parle par envie, étant quelque peu dégarné du crâne. Mais un personnage qui se coiffe comme il se coiffe, il y a un problème. Bon. Alors, il a fait de belles promesses. Et rappelez-vous ce que je disais à l'époque, je crois, lors des entretiens de l'époque. Je disais, ce n'est pas le personnage Trump qui est intéressant, c'est la réaction du peuple américain qui l'a amené au pouvoir. Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des cocus. Parce que Trump, qui veut évidemment se maintenir au pouvoir, est obligé, petit pas par petit pas, de infléchir sa politique selon le gré du complexe militaro-industriel du Pentagone, qui est tenu par qui? Par les néoconservateurs juifs. Voilà. Donc, ils se plient à leur volonté. Alors que Poutine, progressivement, les étrangle, doucement, 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 Trump se soumet doucement, doucement, doucement. C'est toute la différence. Parce que Poutine, comment dire, utilise l'armée russe parce qu'elle n'est pas gangrenée. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, bien que quand même, quand je vois le nombre de limogeages que périodiquement il fait, il se rend compte que c'est pas... Mais là encore, il fait pas le grand chambardement d'un seul coup. Par étapes, progressivement. Tout à l'heure, je vous ai donné Parlez plus fort. Tout à l'heure, je vous ai donné un dossier sur l'attentat qui a coûté la vie à Kennedy. Et je ne l'ai pas lu. Hein. Mais justement, on va déjà commencer à rentrer dans... Écoutez, je crois qu'à l'arrière, on ne vous entend pas. Ouais, et je voulais dire en fait que Ruby, celui qui a tué... Kennedy. Oswald. Oui, qui a tué Oswald, qui a tué Kennedy. L'assassin présumé de Oui, Kennedy. oui. Quand son avocat et son rabbin sont venus le voir en prison et lui ont demandé pourquoi il avait fait ça, il avait dit qu'il avait fait ça parce qu'il redoutait que des pogroms contre les juifs aient lieu aux États-Unis. Est-ce que ça rappelle un commentaire de votre part? Difficile de dire. Difficile de dire. Là, il est certain qu'aux États-Unis, comme ailleurs à travers le monde, il y a un problème juif. Le problème juif est un problème éternel qui ne se terminera qu'avec la fin du monde. Ça, c'est certain. Je ne suis pas du tout de ceux qui croient, et je me demande bien d'où sort cette théorie, qu'ils vont se convertir à la fin des temps. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a quelque chose absolument satanique chez eux qui démarre tout simplement, qui démarre dans leur orgueil. Si vous lisez un tant soit peu la Bible, qui m'horripile, c'est un livre que j'ai jamais pu encaisser, que j'ai été obligé de lire pendant ma scolarité, mais ça m'a tout de même appris une chose, c'est la somme de massacres perpétués par les Juifs contre les tribus avoisinantes à l'époque. C'est invraisemblable. Il y a quelque chose de particulier dans ce peuple. Et l'élément particulier, c'est un espèce d'ego et d'orgueil phénoménal, qui est satanique, à mon avis, qui s'est exaspéré encore plus avec l'arrivée du Christ, puisque ce Christ qu'ils attendaient comme Messie pour leur donner le pouvoir sur le monde, ça ne s'est pas avéré comme ça, puisque le message du Christ était pour tout le monde, pas simplement pour le petit peuple élu. Donc à partir de là, ils pètent les plombs, c'est tout le christianisme qui découle de ce message qu'il faut liquider, et nous en vivons les conséquences. C'est cette paranoïa juive qui s'amplifie, je ne dis pas qui commence, mais qui s'amplifie au moment de la crucifixion, parce qu'ils n'ont pas le Messie qu'ils attendaient.
Et donc c'est pour cela qu'ils s'instituent eux-mêmes leur propre Messie et le Messie du monde. Il faut comprendre ça. Ça explique tout le problème juif et tout ce que nous vivons. Il y a des rabbins qui ont théorisé ce concept. Ah ben bien entendu, rappelez-vous le nombre de rabbins que j'ai cités dernièrement dans 2 ou 3 conférences d'ailleurs. Et rappelez-vous, alors pour ceux qui sont musulmans, je ne sais pas si vous êtes musulmans, rappelez-vous, je ne sais pas si c'était le rabbin Touitou ou pas, mais en tout cas c'est un des rabbins, j'ai donné les références, qui disait que le monde musulman pour Israël, c'est leur balai contre la chrétienté. Donc vous faites traiter de balai. Vous en êtes content. Je suppose que si vous êtes là, c'est que vous avez compris. Non, je voulais dire qu'il y a des rabbins qui ont théorisé carrément. Ah oui, mais bien entendu. Le concept de les Juifs sont leur propre Messie. Oui, mais bien sûr, mais j'en ai déjà donné des citations. J'ai déjà donné des citations. Dans l'encyclopédie d'avant 14, que je donne la photocopie, il est dit, pour certains rabbins, le peuple juif tout entier est Messie. Et c'est un texte du début du XXe siècle. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Et Ils s'instituent eux-mêmes, c'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Auschwitz a une dimension religieuse. Oui, certainement. Voilà. Ils s'instituent eux-mêmes en tant que peuple leur propre Messie. C'est ça. Ouais. Mais alors, je voudrais terminer. Éric Delcroix, que vous connaissez, qui est malheureusement en retraite, a dîné en 82 ou 83 à Paris avec Arnaud Breker et Madame Christian, qui fut une des 2 secrétaires d'Hitler. Et elle lui a dit, elle parle français, Arnaud Breker, très bien. Elle a dit, j'ai eu en main des documents à la chancellerie et au quartier général, elle suivait le Führer, elle a déjeuné avec lui avant son suicide, qui prouvent le contraire de la chose. Et c'est les Russes qui les ont. Donc Poutine, il a des documents, s'il les sortait. Et d'ailleurs, Gorbatchev a réduit Auschwitz de 4 à 1 million. Ils ont révélé pour Katyn. Et Vladimir Fedorovski, que j'ai rencontré, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, les 91 000 prisonniers de Stalingrad? Il m'a dit, on en a rendu 6 000 en bonne santé, 10 ans après. Bon, admettons. Et les 85 000 autres, Staline les a fait mourir de faim et de froid. Et tout ça, alors, il n'y a pas eu que Staline. Hein. Il n'y a pas eu que Staline. Oui, enfin, ils sont morts de faim et de froid. Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai fait remarquer? C'était, je pense, dans une des conférences. Il doit y avoir... Oui, c'était en tout cas avant les vacances. Et lors de l'anniversaire de la libération d'Auschwitz par les troupes russes, la déclaration de Poutine. Oui. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Il ne parlait pas des chambres à gaz. Et c'est que, mais personne dans la grande presse n'a soulevé cette anomalie. Pourquoi? Parce que ça aurait été attirer l'attention sur... oui. Bergoglio n'a pas fait de discours à Auschwitz. Parce que le clergé polonais, il a dit calme-toi. Bergoglio, c'est encore une fameuse épine dans le pied, hein, celui-là. Il y a un autre propos de Vladimir Poutine qui n'a pas été relevé par la grande presse parce que c'était vraiment quelque chose de très dangereux. Quand il a fait un discours devant des rabbins en leur disant que la révolution russe n'était pas une révolution russe, que c'était une révolution juive, oui, tout à fait. et que en fait tous ces crimes en fait. Non mais vous faites bien de rappeler. Bon, évidemment, je pense pas à tout, et puis bon, sinon ça ferait des conférences de 3 heures ou 4 heures. Mais ce que vous rappelez là est très intéressant. Comment expliquez-vous qu'un Pierre Hillard continue à soutenir d'une part que Poutine est juif, qu'il est mondialiste et qu'il fait le jeu d'Israël? Surtout après cette citation que je vous ai donnée de cette ministre de la Défense israélienne qui menace si Poutine ne nous obéit pas, on va le liquider. C'est ça que ça veut dire. Comment est-ce qu'un garçon qui apparemment n'est pas le dernier des crétins peut soutenir ça? Alors, ou il est complètement borné, ou bien il est là pour dire ça. C'est faramineux, moi je comprends pas. Pardon? Oui. Il n'est pas borné, il doit être tenu. Est-ce que vous avez l'intention de lire l'Atlas du mondialisme de Pierre Hillard pour vérifier ce que vous dites? Ah mais d'autre part, je ne me base pas sur des on-dit, je me base sur un certain nombre de déclarations que j'ai déjà. Parce que le truc de l'Atlas de Hitler, ce sont des reprises de déclarations qu'il a déjà faites. Que j'ai. Bon, pas d'autres questions? Les petits nouveaux, les petites nouvelles?
Oui, vous n'êtes pas un petit nouveau, vous. Allez-y, parlez quand même. Comment? L'appel radio. Radio Mufferie. Ah non, mais c'est invraisemblable. Le comportement de cet individu, c'est inouï. Et quand je pense qu'il a attiré à lui toute une bande de gens d'extrême droite qui frissonnaient d'aise avec ses déclarations antisémites, mais d'un primaire. C'est un primaire, mais c'est pas croyable. Bon, allez, glissons là-dessus. On ne tire pas sur les ambulances. Oui, je vous en prie. Qui était le premier antisémite? Ah, bonne question. Je pense le Christ. Dieu Jésus. Le Christ. Ah oui, quand il a chassé les marchands du temple, je crois que c'est le premier acte antisémite. D'ailleurs, il a dit que l'évangile selon Saint Jean, il a dit que vous êtes des enfants d'Abraham, vous êtes des enfants de Satan. Tout à fait, ouais. tout à fait. Ben voilà. Bon, on arrête là?